Salut tout le monde, bienvenue à un épisode de l'Update. Je me présente, je suis Virginie, directrice marketing de Third Bridge. Avant même qu'on commence l'épisode, j'aimerais faire un rappel que cet épisode-ci est présenté par Third Bridge. Third Bridge qui est une agence qui se spécialise dans le design, le développement d'applications web et mobile et de solutions logicielles sur mesure. Aujourd'hui, pour l'épisode, on était avec nos cofondateurs de Third Bridge, Pierre-Étienne et Nicolas. On a eu vraiment du fun. C'est toujours mes épisodes préférés quand on est les trois ensemble parce que c'est toujours très drôle. Il y a des coupures qui vont être un peu moins fluides parce que justement, on a eu quelques fous rires, mais l'information est au rendez-vous. Vous allez apprécier quand même. Et on a parlé de l'histoire d'échec de Third Bridge. Third Bridge a déjà essayé de se lancer dans la confection d'un produit logiciel et c'était pas pour nous. Le service, c'était plus approprié pour nous. Donc, on a exploré un peu ce sujet-là avec Nicolas et Pierre-Étienne aujourd'hui. Donc, je vous en dis pas plus. Bon épisode! PE, Nick, bienvenue à l'Update. Salut! Ça va bien? Oui. Êtes-vous content d'être là? Toujours. Nice. All right. Aujourd'hui, gros épisode. Je sais pas pourquoi j'ai roulé meilleur comme ça. En tout cas, gros épisode. Énorme épisode. Oui, ça fait... Je pense que c'est le plus gros qu'on a jamais fait. Je pense que oui. Vraiment. Le sujet abordé va être Massif. épique, Incroyable. All right. titanic. Fait qu'on aborde aujourd'hui la plus grande histoire d'échec de Third Bridge. Êtes-vous prêts à en parler ouvertement, en toute vulnérabilité? Je dirais pas jusqu'à appeler Alex la plus grande histoire d'échec. L'embauche de ton frère. Ouais. C'est un peu dur, mais bon. On peut en parler, on s'ouvre. On en parle. Fait qu'Alex, Ben, il avait non. des cheveux quand il a joint... C'est pareil dans la famille, tu sais. Le plus grand échec de mes parents. All right. C'est toujours dur comme sujet. Ouais, c'est ça. C'est délicat. Là, ça, c'était votre moment comique, là. C'est bon, hein? On revient au vrai sujet. Le vrai sujet, c'est quand Third Bridge a essayé de devenir une entreprise de produits. Ouais. Ouais. C'est dur comme sujet. C'est quoi le nom du produit? Ça s'appelait Offie. C'était quoi? Puis on a Ok. mis du temps, puis on maudit qu'on y croyait. Ben, on avait quand même un certain momentum, quand même, une raison d'y croire jusqu'à... Mais là, on prend de l'avance. Ouais, c'est sur ça. Allez les- pas trop Ouais, vite. c'est pas trop Commençons vite. par le début. Parle de hein. l'idée. Ça fait quoi, C'était Offie? c'était quoi le projet? Ben, Offie, en fait, à la base, on le développait un peu comme un projet interne quand on n'avait rien à faire aux stagiaires, principalement. Puis, c'était un peu pour gérer nos espaces de bureau parce que, ben, en fait, jusqu'à très récemment, on a toujours sous-loué des bureaux à d'autres compagnies, principalement des compagnies de marketing. Puis, ben, en étant coloc, des fois, ça venait avec certains besoins là, de mieux partager l'information, dont la gestion des salles de conférence. Fait que salle de conférence, c'était toujours un bordel. T'arrivais, t'avais réservé, mais il y avait déjà quelqu'un dedans. Fait qu'il y avait un enjeu de réservation des salles de conférence. Fait qu'on s'était fait un outil pour ça, pour mieux gérer les salles de conférence avec nos colocs. Puis, à cet outil-là, on a rajouté plein de petits features fun, genre... On avait un fût de bière au bureau, puis on était en mesure de savoir en temps réel combien il restait de bière dans le fût de bière. On avait aussi un bouton qui nous permettait d'ouvrir et fermer la lumière. Puis à noter que c'était pas une lumière intelligente, c'était un bouton sur le mur, puis on avait en fait un de nos stagiaires qui était comme Jimmy Neutron, qui était un whiz, qui était capable de faire plein de bébelles de même, avait 3D print un doigt qui allait mécaniquement avec un petit robot moteur appuyé sur le bouton pour ouvrir et fermer la lumière. Fait qu'on s'était développé ça. Mais tu oublies un gros feature, là, la gestion des visiteurs aussi, qui est un autre gros module. Mais ça, c'est venu plus tard. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit encore, mais... On l'avait-tu? On l'avait pas au début. On l'avait au début? Je pense que oui. OK. Fait que, ouais, j'ai réception des visiteurs avec un iPad aussi, que je pensais que c'était venu sur le tard, mais OK. Fait que c'est ça. Fait qu'on avait ça, là, qui était comme un peu un melting pot de gestion d'espace de bureau. On l'utilisait surtout à l'interne, mais on le showait off à des clients potentiels ou à du monde pour dire regardez ce qu'on fait, c'est hot, on voit le fût de bière. D'ailleurs, c'était pas toi sur une date qui avait montré que tu étais capable d'ouvrir et fermer les lumières du bureau? Oui. Raconte. C'est comme ça que j'ai séduit Kat. C'est vrai? Ton épouse. Mais on sortait ensemble à ce moment-là, je pense déjà, je crois. Bref, on marchait sur Sainte-Catherine. Le bureau qu'on avait à ce moment-là,
C'était Sainte-Catherine puis McGill College. Fait que c'est prime spot, là. Fait qu'on se promenait sur Sainte-Catherine, puis là, je dis, tu vois, comme au 4e étage, juste là, check bien les lumières, puis là, je cliquais sur mon bouton, puis les lumières de l'étage au complet, puis le bureau était énorme, là, c'était comme 15 000 pieds carrés. Prime spot, puis là, je faisais flasher les lumières, puis je me trouvais donc cool. C'était vraiment all-in les lumières. Là. C'était toutes les lumières Une ouvertes, switch. ou toutes les lumières fermées, Ok. une seule switch. Tu peux pas faire une petite ambiance. Puis il y avait un sinon. timer. Ok. Pourquoi qu'on l'a bâti? C'est parce qu'il y avait un timer Ouais. à partir de comme 6 heures du soir. Les lumières s'éteignaient à chaque comme 20 minutes. OK. Fait que si tu travaillais overtime, fallait que tu te lèves, tu étais dans le coin du bureau, tu marches jusqu'à l'entrée, tu pèses sur le bouton, puis tu reviennes à chaque 20 minutes. Fait que c'était comme mal fait, puis on voulait trouver une solution pour ça. Exact. Fait que ouais, fait que ça, on le montrait à des gens, puis il y avait beaucoup d'intérêt pour les gens voulaient avoir ça dans leur bureau. Surtout éventuellement avec d'autres colocs. On a déménagé avec d'autres colocs qui eux aussi le voulaient. Fait qu'à ce moment-là, on a décidé de le faire de façon plus, je sais pas, en mode SaaS un peu, là, Mhm. qu'on puisse non seulement l'avoir nous, mais aussi le vendre à d'autres clients potentiels. Fait que c'était Ophi à ce moment-là. C'est quelque chose que vous avez 100% développé à l'interne. Vous n'avez pas été chercher de l'aide ailleurs. Là. C'était vraiment le produit pour répondre à vos besoins à vous initialement. Puis ensuite de ça, une fois que les besoins étaient répondus, on est allé s'adapter en fonction de la demande puis des besoins des autres. Ouais, puis c'était comme, dans notre tête, on était sur la bonne voie du fait qu'on répondait à notre besoin. Et on avait un peu l'expertise pour le bâtir. On regardait des gens comme Gsoft qui avaient réussi à faire un peu cette formule-là. Du moins, on connaissait pas du tout leur recette, mais on était comme, hey, une compagnie de service qui est flippée en compagnie de produits, c'est le chemin à prendre. Puis voici, Office, c'est notre projet qui va nous emmener à la gloire. Mais on n'avait pas le bon mindset, je pense, à ce moment-là. On a quand même senti beaucoup d'intérêt par rapport aux produits. Puis il y avait de la compétition. Il y avait déjà des trucs qui existaient dans ce sens-là. Mais malgré ça, on sentait quand même un intérêt. La compétition était beaucoup des États-Unis, puis souvent au Québec. Si tu peux avoir une alternative québécoise, les gens ils sont quand même cool là-dessus dans le marché. Fait qu'on sentait qu'il y avait des gens qui voulaient utiliser notre solution. Fait qu'à un certain point, c'est ça, on a vraiment décidé de comme ouvrir ce département-là chez Third Bridge. Là, on s'entend, on était 12, là, mais c'était comme ça, c'est l'équipe qui travaille exclusivement sur le projet Ophi. Puis on avait même fait une embauche d'une personne en marketing pour essayer de vendre la solution à des clients potentiels. Puis on avait une couple de clients là, dans notre pic, je sais pas, je vais vous dire 5-6 peut-être. Des clients dont Hydro-Québec. Dont Hydro-Québec, qui payaient ça une mensualité, un cégep aussi, il me semble. Un cégep Édouard-Montpetit. Payaient une mensualité pour utiliser le système. Là. Fait qu'à la base, OK, il y avait le produit pour répondre à vos besoins, mais il y avait aussi l'aspiration de switcher complètement en produit, right? À un certain point, où il y avait tout le temps, on continue Third Bridge, on continue le service, ou éventuellement... C'était un peu notre home run. Là. Dans notre tête, on était comme, si on réussit le produit, on sait que c'est là la valorisation qui est vraiment intéressante en logiciel, mais notre mindset est encore en service. Puis c'est là un peu, peut-être, première erreur qu'on peut identifier, c'était le fait que notre mindset était pas du tout prêt à supporter un produit. On était très en mode, on fait du service en premier, puis le produit, même si on avait, disons, des gens qui étaient dédiés au produit, on n'était pas gêné des fois d'aller les chercher ou de les arrêter dans leur travail de produit pour les retirer vers le service. Fait qu'on n'a jamais, on dirait qu'on s'est pas commit à vraiment faire du produit all-in, let's go. On arrête de faire de l'argent avec le service, puis on focus sur le produit. Ouais, puis c'est une erreur qu'on s'est fait flaguer quand même tôt en plus dans le processus, mais I guess l'arrogance de la jeunesse, on s'est dit ça nous regarde pas. Mais non, mon père qui est en financement nous avait dit, tu sais, nous on fait vraiment attention, on finance pas des compagnies, tu sais, qui ont déjà une autre offre qui fonctionne. Fait que, tu sais, par exemple, nous on a le service qui fonctionne, dans lequel on est confortable, on est confiant. Puis après, ben tu as ce produit-là qui est un gros risque, puis il dit nous dans le fond, ce qu'on sait c'est que quand tu investis dans ces compagnies-là, souvent, ils vont abandonner le produit dès qu'il y a quelconque obstacle pour retourner vers là où ils sont confortables, c'est-à-dire le service dans notre cas. Puis c'est ce qui est arrivé. On peut fast-forward, là, puis on fera un peu le yo-yo dans la ligne de temps, là, mais on a bâti un logiciel pour les bureaux, pour l'optimisation des espaces de bureaux physiques. On arrivait à un moment où on voulait aller
accélérer un peu le développement Mhm. de ce produit-là, puis la commercialisation du produit, puis là, la pandémie est arrivée. Ouais. Puis notre réflexe n'a pas été de se dire « Hey, on continue à persévérer dans ce produit-là », ça a été « Laisse faire le produit », pas pour dire le F, le produit, puis on focus sur le service, puis on rentre de l'argent dans la compagnie. Puis là, on a eu justement exactement le réflexe que ton père nous a flagué en disant si un embûche, vous allez le laisser de côté, puis vous allez juste prendre le chemin qui a moins de résistance, puis dans ce cas-ci, c'était le service pour nous. Fait que vraiment, il est arrivé exactement ce qu'on s'était fait dire, puis ça a été vraiment... La sagesse paternelle. Ouais, effrayant. Jerry avait prédit l'avenir. Ouais. 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 Mais Mais les jardins ont des beaux investissements. pour notre défense, c'était quand même une pandémie mondiale. Ouais, non, c'est ça. Puis les gens allaient plus au bureau, puis c'était un outil pour le bureau. Là. Fait que- Ouais. Exact. Fait qu'on aurait pu faire des pivots, on aurait pu faire d'autres Ouais. choses. Mais le pire, c'est que j'ai le feeling que c'est ça, soit un pivot ou même continuer parce que nos clients qui l'avaient déjà ont continué de nous payer pendant. Tu sais, parce qu'on l'a pas genre mis la hache tout de suite. Là, on était comme on arrête le développement pour ça, mais on continue de le maintenir puis de le garder. Puis on a gardé des clients jusqu'à très récemment quand on a officiellement dit qu'on. Qui avait oublié Ok. qu'il payait la licence mensuelle. Ouais, probablement qu'il avait oublié. Non, il capotait, il utilisait Tous les jours pendant la pandémie. le ouais. power user. Le monde payait 30$ par mois, puis on oubliait, puis il était comme, oublie ça. Ouais, c'est tombé dans les mensualités qui. Ouais. Mais On c'est a ça, tous. parce qu'au-delà de la pandémie, puis là, c'est difficile de revenir là-dessus sans avoir le contexte, là, mais au-delà de la pandémie, est-ce que vous pensez que c'était quelque chose que vous étiez prêt à mettre beaucoup de temps et d'argent ou vous voyez déjà à ce moment-là que, comme vous disiez, là, vous étiez prêt à retirer des gens du produit pour aller aider le service? Est-ce que vous pensez que même sans la pandémie, ça aurait pu fail quand même? Ouais, je pense qu'on s'en allait dans une direction plus fail. Au quotidien, chez Third Bridge, on aide des compagnies à bâtir des bons produits, des produits exceptionnels. Puis souvent, ce qu'on conseillait à nos clients, entrepreneurs des fois, on l'appliquait même pas pour notre projet. On dirait que le Pourquoi réflexe tu n'était penses? pas tout le temps là. Je sais pas, je pense que c'était juste on n'était pas dans le bon mindset, peut-être. J'ai de la misère à mettre le doigt dessus, Nick, mais je me dis, on n'était pas tant agile, on bâtissait des trucs des fois, on tombait dans des rabbit holes, on n'était pas très en mode MVP, on essaie, on arrête. Puis ça, c'est des trucs qu'on apprend, justement avec l'info. On regarde un GSoft, puis t'entends qu'eux, ils n'ont pas eu, c'était pas home run après home run, là, ils en ont fait peut-être 100 des idées de projet, puis là, j'ai quote, puis j'ai aucune idée c'était quoi la réalité au final, mais ce que t'entends, c'est il y avait un département de produits qui était axé d'en faire plein. Puis c'était vite l'erreur, vite on se retourne de bord, on en part un autre, on en part un autre. Puis ça, c'était pas du tout ancré dans notre façon de faire. Nous, on était comme, ça c'est notre idée, ça on l'emmène jusqu'au bout, puis on pivote plus ou moins, on parle pas trop à nos clients, on le fait comment nous on pense qu'il faut qu'on le fasse. Fait qu'on était un peu genre heads down, on faisait nos trucs, puis on Je était un pense peu que. Ouais, c'était mal structuré. Là. C'était quand même ça. Tu sais, c'était de l'opportunisme de. Ah, il y a des gens intéressés par la bidule qu'on s'est faite pour nous. Fait qu'on continue de même. Puis là, tu sais, on partait dans les rabbit holes sans jamais genre prendre comme un bout pour dire check combien on met là-dedans. C'est quoi la structure qu'on met? Qui est la tête pensante? Tu sais, moi, j'étais beaucoup en charge du développement, mais j'étais pas en charge de comme penser au produit. Fait que là, ça, c'est tricky quand tu mets juste quelqu'un qui code là, puis qui va pas genre réfléchir vraiment au produit. Fait que juste une mauvaise structure basée sur l'opportunisme. Puis on écoutait un client qui était notre coloc qui nous disait hey, on veut ça. Puis là, ben, plein de On features faisait. ultra spécifiques à eux qui n'ont pas de valeur pour les autres. Fait que, ouais, c'était juste mal structuré puis très go with the flow comme on était à l'époque. Ouais. Puis on le voit aujourd'hui, si on part un nouveau projet avec, mettons, une start-up, on va commencer avec une phase design qui est exhaustive. Là. On va faire des entrevues utilisateurs, on va aller parler à tous les clients qui vont l'utiliser, plein de clients pour avoir différentes opinions, puis vraiment comprendre c'est quoi la dynamique, c'est quoi le besoin. On faisait pas ça, là. On n'avait pas tout designé non plus. On avait une coupe de maquettes, puis c'était comme Nick, let's go, part là-dessus, puis commence à développer. Puis on n'avait pas... on faisait pas nos devoirs, ultimement. Fait que on était un peu naïf dans notre approche. On était un peu, comme Nick dit, le go with the flow. Puis je pense qu'en produit, c'est une grave erreur. Là. Tu peux pas go with the flow. Il faut que tu sois stratégique, il faut que tu sois tactique. Puis on l'était pas du tout. Puis est-ce que vous diriez que
sais, non seulement ça l'a pris plus de ressources, plus de temps, plus d'argent pour développer ça, est-ce que ça l'a créé un stress sur l'équipe? Est-ce que ça a changé la dynamique d'avoir ce produit-là ou justement, vu que vous gardiez quand même le mindset plus orienté vers le service, ça n'a pas trop touché la vibe de l'équipe à ce niveau-là? Ben, j'ai jamais ressenti que ça avait eu un impact, mais c'est sûr que, tu sais, plein de fonds qui étaient orientés, qui étaient générés par le service étaient réorientés vers ce produit-là. Fait que, tu sais, ils nous l'ont jamais dit, puis ils sont vraiment fins, mais peut-être qu'ils étaient comme, ah, fait que c'est pour ça que je suis mal payé, dans le fond, parce qu'on finance cette niaiserie-là. Je pense que l'équipe était quand même alignée avec l'idée de possiblement avoir un produit. Fait que, puis, I guess qu'ils, je sais pas, là, ils ont jamais tant été sévères avec nous par rapport au fait qu'on le faisait pas nécessairement bien, là. Fait que non, honnêtement, j'ai pas tant senti de pression sur l'équipe de mon côté. Là, je pense qu'il... Non, il y a peut-être ta sœur là, qui était aux finances. Puis on en a parlé dans un autre épisode, mais on a tout le temps une croissance hyper conservatrice. On gère nos finances vraiment, de vraiment près. Puis quand vient le temps de bâtir un produit, ben, c'est un gros risque. Là. Le pourcentage de succès il est très petit. Tu n'as pas d'argent qui rentre. C'est vraiment une source de dépenses R&D. Puis je pense que là-dessus, on avait beaucoup... on avait les freins. Là, les départements de finances nous mettaient bien des freins sur faites attention, réduisez les dépenses. Puis le mindset, je pense que c'est le contraire. C'est faut que tu brûles du cash. Faut que tu aies relativement plus vite. Faut que tu sois prêt à faire des investissements, à réduire tes revenus de service, quasiment arriver kiff-kiff, là, pour être capable de vraiment donner un genre de Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut que ça se planifie et que ça se budgète, ce qu'on n'avait pas fait. Fait que c'était juste que, on continue de payer des salaires, mais il y en a deux qui travaillent plus pendant tout sur, qui font plus du tout de revenus. Fait que je pense que si on l'avait juste bien planifié en disant c'est combien qu'on met là-dedans, puis c'est comment qu'on budgète ça va être les salaires, ça va être le marketing, ça aurait été bien fait, mais on s'est juste lancé là-dedans, tête baissée, comme des petits taureaux. Puis là, aujourd'hui, ben c'est plus rien. On a tiré la plug, puis on a fait un peu même le deuil sur le produit pour les prochaines années, pour vraiment focus sur le service. Parce que l'impact aussi d'avoir un produit, c'est que ça nuit au service. Nous, je pense que c'était une réalité qui n'était pas flagrante, mais je pense qu'avec la croissance, on l'aurait vu, notre focus était vraiment partagé. Fait que ma tête était, OK, il faut qu'on rende la business pour les ventes de services, mais il fallait aussi faire les ventes du produit, il fallait parler à des clients. Fait que le split faisait qu'il y avait moins d'attention sur le service. Ça dit, non seulement que tu draines les revenus, mais tu draines aussi le jus de cerveau puis l'attention que tu donnes au service. Fait que vraiment, là, c'était comme c'était valeur financière puis la matière grise qui était sortie de l'entreprise opérante de service vers une entreprise de produits qui était un gros gamble. Fait que... Puis je pense que bien le faire, ce serait de vraiment mettre une équipe en place qui est dédiée à ça puis qui n'a pas d'attente de l'autre bord. C'est comme, voici votre budget, voici votre projet, puis... Tu mets un mur, là. Bonne chance, c'est ça, il y a un mur, on va faire des catch-up une fois de temps en temps, mais vous faites vos affaires, on fait nos affaires, puis... Oui, parce que c'est comme dans tout, là, si tu fais un peu de tout, tu fais tout à 50%, rien à 100%, là. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, on serait plus équipé pour faire un Offie 2.0? Ben... Oui, mais je le ferais vraiment différemment, Comment? J'ouvrirais une autre compagnie, carrément. Ce serait juste une autre compagnie, un autre projet. Puis, on prendrait des fonds de l'entreprise en l'investissant là-dedans. Puis, même là, encore là, je trouve ça tricky. Les fonds de l'entreprise, ça a toujours été dur à gérer, ce bout-là, de genre qui est actionnaire. ThirdBridge est actionnaire de l'autre entreprise. Puis là, on se met à se parler. Je suis pas sûr qu'on serait capable de faire ça parce que c'est dur de tout s'aligner. Puis, il faut que tu aies l'accord de tous les actionnaires rendus là. Fait qu'à la limite, ce serait ouvrir une autre entreprise, on met des fonds personnels. Puis on met d'autres mondes en charge que nous, parce que nous, on a nos jobs chez ThirdBridge, puis on peut pas arrêter de les faire. Fait que moi, ce serait un peu comme ça. Mais je pense que oui, puis on pourrait... on aurait peut-être un bon bagage pour pouvoir l'idée ce projet-là, mais je le ferais vraiment différemment. Toi, tu le referais-tu? Oui, ça me parle. Le produit, c'est sûr qu'on dirait que c'est un objectif que j'ai derrière la tête je pense qu'il va tout le temps être là.
Par contre, c'est un méga soulagement aussi de me dire que la décision stratégique de l'entreprise pour les prochaines années, puis on parle de, disons, 3 ans, c'est on l'exclut le produit complètement. Puis ça, c'est rafraîchissant aussi, là. Quand on parle d'avoir un focus puis une direction claire, ça te permet de vraiment mettre toute ton énergie aux bonnes places. Puis le produit, des fois, ou même l'idée ou l'opportunité de produit vient nuire tout le temps à ce focus-là. Fait que ouais, je pense qu'on serait mieux équipé pour répondre à la question. Je pense qu'on serait mieux équipé. Je pense qu'on aurait appris nos erreurs. Je le ferais un peu similaire à ce que tu viens de décrire. Des fonds, des gens, des responsables qui ont vraiment le focus sur le produit, puis qu'on n'a pas accès à tirer sur ces ficelles-là jamais. Là. Même si le service est catastrophique, on ne pourra jamais nuire au produit puis dire non, le focus, il faut qu'il revienne sur le service. Ça serait même pas une possibilité. Comment que je voudrais le structurer? Puis, ouais, mais je serais curieux d'entendre, tu sais, justement, Workly, comment ils l'ont fait pour créer des produits à l'intérieur d'une compagnie de service, puis faire un peu justement cette séparation-là entre les deux offres, même si c'est la même entreprise. Parce que même pour les gens à l'interne, je trouve que c'est une grosse décision. Tu sais, c'est leur entreprise à eux aussi. Ils ont commencé à travailler avec nous justement parce qu'on est une compagnie de service, puis à quelque part, ils recherchent ça aussi, puis c'est ça qu'ils suivent. Fait que d'arriver du jour au lendemain pour faire comme « Hey, on part un produit, on va réduire considérablement, on va gruger des marges de l'entreprise pour financer ça. Ça se peut que ça affecte vos augmentations. Il y a comme plein d'impacts que j'aurais vraiment de la misère à justifier. Puis fait que c'est pour ça de dire juste on part quelque chose d'autre, on mine nous un peu de financement, on va chercher d'autres financements. Ça me semblerait comme une meilleure séparation des choses, mais peut-être que... En même temps, je serais vraiment curieux de savoir comment Workly l'a fait, puis c'est quoi leur vision, parce qu'ils l'ont fait, puis il y a d'autres compagnies qui le font aussi. Là, fait que... Ça serait sûrement un des devoirs qu'on ferait avant de partir un produit, c'est vraiment de bien consulter notre réseau sur comment bien s'y prendre pour avoir le plus de succès possible. Si les gens de Workly vous écoutez en commentaire, dites-nous comment faire. Dites-nous les clés. Moi, vous avez fait. Non, mais eux, justement, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont parti les produits, puis après ça, ils ont scratch le service complètement aussi. Ouais. Là. Ça, c'était une autre chose. Mais pendant longtemps, les deux vivaient ensemble. C'est quand même récent. Je pense que c'est avec leur changement de Workly que là, ils ont... Non, ça fait longtemps. Non, ça fait un longtemps. bout? Ouais, okay. ça fait longtemps. OK. Désolé. On s'excuse aux gens de Je Workly. m'excuse aux gens de Workly en commentaire. Ouais. Mais si, justement, ThirdBridge avait à repartir un produit demain matin, avez-vous déjà des idées? Y a-t-il des choses que vous aimeriez faire? Pour de vrai, autant qu'on en fait, moi, je suis pas un gars de tant de produits. Pokémon Go, je pense. Ah oui, c'est vrai. Ben, Digimon Go. Vous vous rappelez les Digimon? Digital Monster? Ils voulaient vraiment en parler, hein? Ouais, vraiment. C'est les best. C'est les best. Fait que ouais, je pense qu'on irait dans ça, là, un genre de jeu interactif avec des Pokéballs, des choses comme ça. C'est comme Pokémon Go, mais avec Tinder puis Uber. Ben... Si tu savais le nombre d'idées qu'on a eu, Virginie, là, des gens qui nous ont contactés avec des idées de produits. Puis je pense que maintenant, on est des meilleurs juges aussi. Oui. Rapidement, on est capable de dire « Hey boy ». Mais les hypes aussi ont comme passé, là, mais tu sais, à chaque fois qu'il y avait une app qui pognait, genre Tinder, là, c'était genre « Ok, je veux faire Tinder, mais pour telle affaire ». Uber, tout le monde, là, je veux faire Uber, mais pour ça, je veux faire Uber, mais pour ça. C'est quoi le meilleur que t'as entendu? Ben, là, je veux pas dire personne, je me rappelle pas tant. Mais une des affaires qui m'avait fait bien gros rire, c'était notre contact form. Là, pendant un bout, on l'utilisait pour s'envoyer des niaiseries. Puis j'avais écrit j'aimerais ça faire une app, c'est comme Facebook, mais pour de la motocross. Puis j'avais écrit ça plein de fautes. Puis Pete était comme ah, c'est-tu qu'on reçoit des niaiseries? Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, non, dans les idées peut-être plus challengeantes, je sais pas. On en a eu des vertes et des pas mûres, là, justement, des concepts de Instagram mixé avec Tinder, mixé avec Pinterest. Puis là, t'es comme, attends une minute, là. C'est souvent particulier parce que les gens arrivent puis ils disent, OK, je veux une app similaire à Uber, par exemple, mais pour le pelletage d'escalier, de neige. Là, tu te dis, fine, c'est peut-être une idée, il y a peut-être de quoi que je comprends pas. Ouais. Mais pour se rendre à une application comme un Uber, ben c'est des centaines de milliers de dollars qui sont investis. Puis Uber, où est-ce qu'il est aujourd'hui, c'est des milliards. Mais disons, dans ce temps-là, c'était des millions d'investis pour se rendre à une version qui est commercialisable, qui a de l'expansion. Puis
Puis le monde arrivait, puis ils sont comme, ouais, j'ai 10 000 $ pour bâtir cette application-là. Fait que des fois, les concepts étaient une chose, là, fait qu'ils pouvaient être absurdes par moment, mais des fois, c'était le budget qui était absurde. Puis c'était comme, hey, le monde n'a pas du tout l'éducation sur c'est quoi le travail derrière un projet comme ça. Mais pour n'importe qui a un concept, justement, ou une idée, un projet, ce serait quoi les devoirs à faire au préalable avant de, justement, se rendre à pitcher son idée sans nécessairement avoir pu évaluer combien ça peut coûter ou si c'est même réaliste et pertinent? Ben, moi, il y en a deux qui me viennent en tête vite. Là. Premièrement, tu vas checker la compétition parce que, tu sais, ça, souvent, puis en tout cas, moi, je suis jury sur des bourses entrepreneuriales, puis souvent, les projets entrepreneuriales sont souvent des apps, là. Puis des fois, tu sais, j'ai juste fini son pitch, puis je me dis, il me semble qu'il y en a 4 autres qui font ça déjà. Fait que ça, je pense que c'est un bon point de départ. Puis après, l'autre, c'est le MVP, tu sais, penser au Minimal Viable Product. Fait que le minimum que tu peux créer pour créer de la valeur. Puis si tu n'es pas capable d'avoir ce concept-là en ayant, tu sais, une app à comme 400 000 $ d'un coup, peut-être que ton projet il est trop compliqué puis il en vaut pas la peine. T'sais, j'ai l'impression qu'il faut que tu aies un minimum de propositions de valeur qui va faire en sorte que tu te démarques puis tu crées un produit puis qu'à partir de là, tu vas être capable de créer de la valeur. Si tu n'as pas ça, ben tu es peut-être juste en train d'en faire une autre app qui existe déjà. Puis, en tout cas, c'est un peu mon guess, mais je pense que le MVP, c'est un bon point de départ pour déjà, premièrement, sortir quelque chose puis valider ton idée. T'sais. C'est ça que tu veux faire rapidement, dans le fond. Que ça coûte le moins cher pour avoir une validation de est-ce que ça a de la valeur, ce que je fais en ce moment? T'sais? Ouais, je suis d'accord. J'ajouterais l'aspect parler à ses utilisateurs potentiels. On en parlait avec Kofi, on l'avait même pas fait ou à peine. C'est gratuit. Là. C'est ton temps que tu investis pour prendre le téléphone ou aller rencontrer des utilisateurs pour leur dire qu'est-ce que tu penses de mon idée. Est-ce que ça crée de la valeur pour toi? Puis souvent, il y a des gens qu'on va rencontrer puis ils sont comme non, faut que tu me signes un NDA avant que je te parle de mon idée. Puis je trouve ça absurde parce que l'idée vaut rien. C'est l'exécution qui va changer tout. Puis, parle-en au plus de gens possible. S'il y a un conseil, là, c'est parle-en de ton idée. Parce que de la garder pour toi, proche du cœur, puis de dire que tu as la meilleure idée du monde, il y en a 1000 autres personnes qui ont pensé à la même idée. C'est une game d'exécution. Puis, il y a souvent le monde me font rire quand ils me disent ah, tu sais, Snapchat, là, j'y avais pensé. Là. C'est juste que j'avais pas eu le temps de le bâtir puis de le développer. Ah, telle app, j'y ai pensé, mais c'était mon idée à moi. Puis j'étais comme, non, tu sais, c'est juste, cette personne-là a eu l'idée aussi, puis a été capable de l'exécuter, puis toi non. Puis c'est là un peu que tu vois les succès puis les échecs. Donc, parle à tes utilisateurs, c'est facile, c'est gratuit, puis tu vas te chercher tellement de données sur qu'est-ce qui crée réellement de la valeur. Deuxièmement, c'est d'être scrappy. Donc, un peu le mode MVP, c'est comment est-ce que tu fais pour répondre à tes questions, à tes hypothèses le plus rapidement possible? Puis souvent, tu n'as même pas besoin d'écrire du code. Tu as des outils maintenant, tu as du drag and drop, tu as des Google Forms, tu as des Monkey Survey que tu es capable de faire qui vont recréer un peu ton produit, mais que tu vas avoir beaucoup de travail manuel à faire. Il n'y a rien d'automatisé, il n'y a rien de scripté ou de codé, mais ça fait pas mal ce que tu veux faire. C'est juste un peu tout croche, puis ça te demande plein d'énergie. Fais-le toi-même. Puis une fois que ça va être validé, ben là, tu peux mettre l'argent. Là, tu peux aller voir des investisseurs. Là, tu peux commencer à investir en design. Là, tu peux commencer à dire, je me bâtis vraiment le produit final qui est intéressant pour moi. Parce qu'avant ça, tu perds ton temps, tu perds ton argent. Odds are, tu te trompes, tu n'as pas la bonne hypothèse, tu n'as pas la bonne idée, il faut que tu fasses un pivot, il faut que tu changes des trucs, parce que tu ne crées pas vraiment de la valeur. Fait qu'à n'importe qui veut se bâtir une application, la première étape, c'est pas de contacter des développeurs. La première étape, c'est de tester ce que tu veux faire. Oui, exact. Le monde qui dit, là, je veux un petit icône là, sur le téléphone, là, c'est ça que je veux. Et comme, ben oui, mais avant que tu te rendes là, fais un peu tes devoirs. Ouais. Puis justement, en parlant de devoirs, en faisant le parallèle vers Office, avec les conseils que vous venez de donner, est-ce que vous sentez qu'il y a des étapes qui ont été skippées au-delà de justement sonder les utilisateurs? Ben, pas mal toutes. Qu'est-ce qu'on a fait de bien, Nick? On n'avait pas d'MVP. On était allé all-in dans du gros développement rapidement. Ça, c'était casse-gueule. Il aurait fallu trouver une façon plus light de créer un produit qui nous permette, qu'on peut vendre, qu'on peut valider, que les gens aiment. Quoi d'autre qu'on n'a pas fait? La compétition, je suis même pas sûr qu'on avait checké avant de se lancer. On l'a checké par après, puis éventuellement, on a commencé à se positionner par rapport à ça, mais
on savait pas s'il y en avait ou non avant même de le faire. Pas parler à personne. T'sais, à part nos colocs, on n'a pas tant validé que c'était un besoin avec grand monde d'autres que nous puis nos colocs. On les a toutes pas mal pas faites. Un défi qui était tough aussi, c'était genre le pricing. Je me souviens qu'on avait, on avait gossé là-dessus pas mal. Tu sais, c'est quoi la valeur qu'on crée? Les gens paieraient combien pour ça? Puis ça, c'était difficile. Puis à un certain point, t'es comme, OK, on va être le plus cheap dans le marché. Puis là, t'es comme, et si tu vas être le plus cheap, il faut que tu mettes plein d'argent en commercialisation parce qu'il faut que tout le monde entende parler. Il faut que tu commences à faire ton nom. Fait que ça, on avait mal préparé aussi tout ce qui est commercialisation du produit. Puis on a juste bâti plein de features qui servaient à rien, qui étaient importants pour nous, mais qui répondaient pas à ce que les gens voulaient vraiment. Je pense que c'est un mauvais réflexe de dev aussi, là, de tomber dans le feature factory, parce que c'est ça qu'on est confiant, genre, on sait comment développer des features, fait qu'on va en faire plein, genre, mais après ça, c'est vendre l'outil puis justement commercialiser le produit. Puis d'ailleurs, ça, je pense que c'est quand même un challenge pour bien des gens qui créent un produit au début de combien je vends ça. C'est vraiment dur, c'est dur de voir combien je vais avoir de clients, puis c'est quoi le prix pour être capable de rentabiliser. Fait que tu sais, des fois, de réaliser trop tard que ton prix n'a pas d'allure puis que tu seras jamais capable de rentabiliser ou de te payer avec le prix que tu as mis. Ou tu sais, justement, arriver au début et faire comme ça vaut quoi ça? T'sais, qu'est-ce que je crée comme valeur? C'est très dur à répondre souvent pour des produits SaaS de même. Ouais, tough. Fait qu'il y a le prix, il y a même comment tu le vends, à qui tu le vends. On allait à des genres de trade shows au Palais des Congrès, on avait notre stand, nos iPads, nos trucs, puis t'es comme, man, c'est tellement pas la bonne audience, qu'est-ce qu'on fait ici? Fait que on mettait des sous aux mauvaises places, on n'avait pas fait nos devoirs. À quel moment t'es rendu dans le développement de ton produit qu'il faut que tu te mettes à investir massivement en marketing puis en développement des affaires? Est-ce que c'est dès la phase de MVP, même avant? Je pense pas, non. Je pense que faut que tu le considères à terme. J'aurais tendance à dire, puis là, je veux dire, on en a un, puis on s'est planté, là, fait que nos conseils valent ce qu'ils valent. Mais on peut le voir avec nos clients un peu aussi. Ouais. Effectivement. Mais non, j'aurais tendance à dire que pour le MVP, c'est surtout de valider que ça crée de la valeur, que les gens l'utilisent, puis de peut-être plus le bouche à oreille là, pour ce qui est de le vendre. Là. Puis après, une fois que tu as validé puis que tu as reçu du feedback, là, tu crées peut-être une V1, puis là, je commencerai à mettre plus dans le marketing. Mais au début, ce serait peut-être plus de genre, es-tu capable, juste rapidement avec ton réseau, de faire une coupe de vente avec ça? Puis de créer de la valeur, puis d'avoir du feedback. Là. Ouais, puis il y a une question de timing aussi. Là. Donc, dépendamment de t'en es où ton produit et quoi. Fait que là, on peut regarder l'exemple du AI. Tu as plein d'outils qui sont en train de sortir. Plus de base, mais avec du AI. Fait que le AI pour écrire des, je sais pas quoi, là, des reviews ou de faire des articles de blog, des affaires comme ça. Il y en a 1000 outils qui sont sortis rapidement. Puis si c'était mon idée, il aurait fallu que j'investisse rapidement dans le développement pour être capable d'avoir une opportunité dans le marché. Fait que ça dépend un peu c'est quoi ton idée, c'est quoi ton projet, à quel point que c'est sensible dans le temps d'aller au marché avec un produit de qualité. Si c'est pas si sensible que ça, prends ton temps et essaie de l'étirer le plus possible pour être sûr de ton coût. Si c'est hyper sensible, là, tu vas aller chercher de l'investissement, puis tu vas vouloir prendre ce cash-là, puis vraiment le mettre dans ton produit, puis développer un produit logiciel qui est prêt à être commercialisé le plus vite possible. Fait que ça dépend, je pense, de c'est quoi le type de produit que tu es en train de développer, c'est quoi ton idée. Puis, dépendamment du timing pour le marché, à quel point la compétition est agressive, ça peut dicter un peu aussi ta stratégie. Puis j'en parlais dans l'autre épisode, mais c'est ça un peu qui devrait driver ta décision de croissance puis d'investissement. Fait que, faut-tu que tu te grouilles ou est-ce que tu as un peu de temps? Puis si tu as un peu de temps, tu es capable de retarder la phase d'investissement puis la phase de dépenses en logiciel, d'avoir une équipe, un fournisseur comme nous, peu importe. Là. Fait que moi, je pense que c'est à garder en tête. Genre, le Facebook, même pour les motocross, c'était vraiment sensible. C'était vraiment sensible dans le temps. Fait qu'il fallait que tu te grouilles, il fallait que tu mettes beaucoup d'investissement. Ouais, non, c'est ça. Puis j'ai manqué ma shot. T'as manqué ta shot. C'est l'opportunité passée. Ouais. Le motocross, Qu'est-ce que vous pensez que l'histoire d'échec avec Auphi vous a amené dans votre parcours d'entrepreneur? Est-ce qu'il y a... C'est juste mon papa qui m'a dit « Je te l'avais dit! »
Écoutez mon papa. C'est ça la leçon. T'as pas une leçon que t'as tirée de ça? Non. Ben oui, mais tu sais, justement, écouter les conseils, c'est une joke, là, Ouais. mais tu sais, au début, on avait vraiment beaucoup de flags là, par rapport à la fille, puis un peu une arrogance, faire comme, ben non, on le fait, puis tu sais, peut-être de plus écouter, puis ouais, peut-être plus prendre le temps aussi de planifier ce genre de choses-là, là. C'est pas le genre de décision que tu prends sur un coin de table, puis ok, demain, on commence à faire ça, puis c'est un peu ça qu'on a fait, fait que Ouais. ça, pour moi, c'est comme, tu sais, des gros moves de même, ça se réfléchit, ça se planifie, fait que de plus planifier, puis plus d'avoir une vision, un objectif aussi. Là. Tu sais, je pense qu'on n'avait pas tant de vision. Tu sais, on dit qu'on voulait switcher au produit, mais ça n'a jamais été tant discuté ou officialisé dans l'entreprise. Fait que, tu sais, de réellement se dire, check, nous, d'ici 2 ans, on veut être une compagnie de produits. Peu importe, tu sais, ça nous aurait peut-être aidé à rester focus. Tu sais, que, OK, il y a la pandémie, peut-être qu'on réinvente, on pivote un peu, mais comme on reste sur le produit, puis on continue avec cet objectif-là d'entreprise qui est... Fait que, tu sais, maintenant, on en a des objectifs d'entreprise clairs, puis je pense que ça, c'est justement une erreur qu'on a faite à ce moment-là. Là. Ouais. Focus est le mot pour moi. C'est la leçon. Ouais. Ça nous apporte du focus, ça nous a dit à quel point qu'on n'était pas nécessairement prêt pour le produit, on voulait mettre du focus sur le service. Puis si un jour on retourne au produit, ben on va être sûr d'avoir le focus sur le produit. Puis ouais, grosse leçon. Ça a coûté cher. Tinder pour les motocross. Ça sent C'est autre. dans un Ça, App Store près de chez vous. Ouais. Ça serait le futur de Third Bridge. Je pense que oui. Exact. Je travaille là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, côté marketing? Ben moi, je me rappelle qu'au début, vous m'aviez demandé de faire des trucs pour Ophi, puis j'ai ignoré les demandes parce que ça me tentait pas. Mais j'ai le feeling que la stratégie de commercialisation, c'est huge. Fait que le Ouais. marketing autour d'un produit versus le service, c'est comme deux personnalités complètement Exact, différentes. Là. 100%. Vraiment. C'est pas du tout la même game, puis c'est pas du tout le même type d'investissement non plus. Là, puis j'imagine que ça peut être effrayant pour des gens qui ont pas... Tu sais, vous aviez jamais investi en marketing avant mon arrivée. Mm-mm. Puis même là, au début, on était encore une fois alignés au comment la compagnie gère son argent. Là. Fait qu'on était très conservateurs, on n'en mettait pas beaucoup d'argent, puis on a testé des trucs avant de se dire « OK, ça fonctionne, mettons plus d'argent. » Mais là, ça aurait été quand même quelque chose de... Non seulement moi, qui sort de l'école, qui sait quelques trucs, mais qui n'avait pas nécessairement dépensé des gros budgets, là, de vous arriver puis de dire « OK, là, si on veut réellement que ce produit-là marche, pour mettre X montant dans ces événements-là, dans ce placement-là de médias ou whatever. » Je pense que... Ouais, tu serais plus équipé aujourd'hui pour gérer... Encore là, je me suis encore une fois un peu plus spécifiée dans le service. là. Fait que je pense que je saurais où aller m'outiller, puis je saurais où aller chercher l'information pour le refaire. Mais Ou peut-être à la même base, trouver quelqu'un dans ton équipe que tu pourrais identifier le talent nécessaire pour... Mais puis ça corrobore un peu ce qu'on se disait tantôt de comme, tu sais, aligner tes employés avec ton équipe, avec tes objectifs, dans le sens où tout est arrivé, t'es comme moi, mais pourquoi moi je mettrais tout ça là-dedans quand tout le monde s'en fout, puis genre c'est clairement mis de côté, puis c'est vraiment mal défini, ou est-ce que tu sais... Versus si ça avait été ça notre objectif, puis on te l'avait communiqué plus clairement, ben là t'aurais probablement été aligné aussi avec. Là. Mais il y a quand même cette mentalité-là, je trouve, en entrepreneuriat dernièrement, où comme, tu sais, les équipes, les compagnies de services, c'est pas si hot, puis tu sais, ça peut être un tremplin pour avoir un produit. Là. Genre, je me suis fait parler dernièrement justement avec les bourses entrepreneurs où est-ce que ben, c'est presque exclusivement des produits. Puis je pense que même si tu dis je veux une compagnie de services, tu vas limite pas être choisi pour même aller pitcher pour la bourse. Là. Puis là, le gars, il m'en parlait, puis il me disait tu penses que c'est un bon conseil de dire, tu sais, fais-toi une compagnie de services, puis là, quand t'as assez de fonds, puis que t'as un petit momentum, fais-toi un produit. Puis je suis comme, ben, tu peux aussi juste faire une compagnie de services, tu sais, il y a rien de mal à ça, puis ça peut être correct, puis des fois en deux étapes, mais en tout cas. Mais pourquoi vous pensez que le service c'est mal vu? Ben, pas mal vu, mais moins cool. Ça n'a pas la même valeur. Fait que si on avait la même taille d'entreprise, les mêmes revenus, mais on avait un produit, je pense que la valeur de l'entreprise serait x3, x4. Là. Fait que c'est pour ça, c'est les multiples de valorisation d'une entreprise, la propriété intellectuelle qu'on n'a pas présentement chez Third Bridge, ben ça nous nuit dans notre valorisation, si tu veux, en termes de compagnie. Ça nous dérisque aussi. Quand tu as un produit, ben tu as souvent beaucoup de clients. Ou est-ce que là, nous, on a une plus grande dépendance à quelques gros clients. Fait que ouais, je pense que le modèle produit est juste plus intéressant, plus je dirais plus safe, là. Financièrement. Financièrement,
pour investisseurs, pour des entrepreneurs. Je pense que c'est plus scalable. Nous, si on veut doubler nos revenus, il faut qu'on double notre équipe, ou à peu près. Dans le produit, tu peux doubler tes revenus avec la même équipe. Donc, c'est vraiment intéressant en software de faire du produit, c'est la mine d'or. Fait que je pense que c'est un peu ça l'objectif ultimement d'un entrepreneur qui veut faire du cash. Ben, tu vas tout de suite te référer à du produit. Dans notre cas, c'est une compagnie de lifestyle. Fait qu'on l'accepte, on est bien là-dedans, on vit nos vies super bien. Puis à un certain point, on a eu le déclic de se dire, ben let's go, c'est là qu'on focus. Puis on est bien, ça fit avec nos personnalités, ça fit avec nos ambitions. Puis, ouais, je suis bien content avec ça. C'est juste que c'est moins sexy à cause que ça vaut. T'auras pas une vente de 1 milliard un jour de Third Bridge parce qu'on n'a pas de produit. Impossible. Ouais. Puis pour du financement aussi. Pour du financement. On l'a jamais essayé, mais financer une compagnie de service, c'est pas mal moins excitant pour un investisseur qu'une compagnie de produits. Ouais. Fait que c'est pour ça. C'est pour ça, Virginie. C'est pour ça, Nini. Merci beaucoup. Quel conseil vous aimeriez donner à quelqu'un qui veut potentiellement se lancer en produit et qui n'est pas trop sûr? Fais pas ça, non. Compagnie de service, c'est tellement plus nice. Ben oui. Avez-vous un conseil? Faites affaire avec Third Bridge. Ouais. Non, mais justement, on peut en parler de ça, entre autres. C'est quoi la valeur de recruter son équipe à l'interne versus d'aller travailler avec une compagnie de service? Nous, on a réalisé qu'à un certain point, il y a des types de compagnies. Tantôt, je parlais du timing, de la rapidité d'aller au marché. Tu as des startups qui vont réussir à faire les premières étapes un peu de leur côté. Puis à un certain point, ils vont chercher du financement. Puis quand le financement rentre, il y a beaucoup d'attentes envers ce capital-là. Il faut qu'il soit dépensé vite pour bâtir le produit qui va aller au marché. Fait que souvent, là, c'est le seed round qu'ils appellent. Cet argent-là sert à bâtir un produit qui va être commercialisable, qui va commencer à générer des revenus. Cette étape-là est hyper critique et difficile souvent pour les startups parce que si tu dois aller vite, il faut que tu fasses plein d'étapes critiques hyper rapidement, dont trouver ton talent à l'interne. Fait que, tu sais, recruter du talent, des fois, ça te prend 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de te rendre compte si c'est le bon fit, si c'est les bonnes compétences. Puis de faire une erreur, c'est dispendieux, puis ça te retarde énormément. Fait qu'il y a plein d'erreurs qui peuvent être faites dans ces premiers mois-là que tu as l'argent dans ton compte de banque, puis il faut que tu pèses sur l'accélérateur. Puis, ce qu'on voit avec notre offre de service, c'est qu'on est capable de venir pallier un peu ou dérisquer un peu ces investissements-là de la part de Venture Cap, où est-ce qu'ils vont être capables de se dire, OK, Startup ABC travaille avec Third Bridge, puis ils vont vous permettre de vraiment accélérer votre développement de produits. Ils vont mettre les fondations solides en place parce qu'on a toutes les compétences, que ce soit du mobile, que ce soit du web, que ce soit l'infrastructure, du AI, du design. On va être capable de vraiment t'emmener à bâtir cette première version-là, commercialisable, très rapidement, puis dérisquer aussi, parce que la qualité va être là. Puis ultimement, nous, ce qu'on propose même à nos clients startups, c'est une phase inscrite. Le jour 1, on dit, nous, à peu près dans 12 à 24 mois, souvent c'est comme l'entre-deux, le 16 mois, on commence à faire un phase-out. Donc, on va commencer à retirer des gens de notre équipe pour rentrer des gens à l'interne chez vous, que tu vas recruter, que tu vas prendre ton temps de recruter. Puis, tranquillement, on va sortir de la compagnie parce qu'il faut qu'on puisse, à un certain point, donner les rênes à la startup. Il faut qu'eux comprennent leurs produits, c'est quoi qu'ils ont entre les mains, qu'ils comprennent la tech. Puis à un certain point, les investisseurs, eux, ils changent un peu le script où est-ce qu'ils disent OK, on a dérisqué nos premières phases de construction du produit, mais là, il faut qu'on s'assure que la pérennité soit là. Puis pour ça, il faut que les connaissances du produit soient à l'interne. Fait que ce modèle-là fonctionne super bien pour accélérer. Fait que quand une compagnie a le cash dans le compte de banque, ben on dérisque un peu ces premières étapes-là. Fait que je pense que nous, c'est pas pour tout le monde, mais le sweet spot, quand il y a une compagnie qui veut aller plus vite, puis des investisseurs qui veulent dérisquer leurs investissements, on est comme un bon fit. Puis le plan est clair qu'on est là au début, puis on sort par la suite. Puis on vient supporter sur des projets spécifiques, mais on est vraiment là pour une période.
critique. Puis je pense que, tu sais, parce que gérer une équipe de dev, puis on le fait, on en a beaucoup, tu sais, c'est difficile à monter, puis c'est, tu sais, nous, t'arrives, on a déjà notre dynamique, on a déjà nos méthodologies de travail qui sont éprouvées. Mais tu sais, le monter toi-même aussi, ça change ton focus d'entrepreneur d'une certaine façon. Tu sais, est-ce que ce que tu veux, c'est faire de la gestion humaine, faire la stratégie d'équipe de développement, ou tu veux vendre ton produit, tu sais, fait que dépendamment de où est-ce que toi tu veux investir ton temps, peut-être t'es mieux justement de peut-être payer un petit premium pour avoir une compagnie comme nous pendant un certain temps, mais qui va te monter de quoi de logique, puis de bien bâti, puis qui ont des techniques qui ont fait leurs preuves, versus toi focuser sur, tu sais, beaucoup de RH, beaucoup d'entrevues, beaucoup de, tu sais, peut-être embauche, changement, roulement de personnel, que tu peux peut-être arriver un petit peu plus tard une fois que ton produit est vendu. Fait que je pense que ça peut être une bonne solution, ça aussi. Puis même à long terme, il y en a qui décident de rester avec nous parce qu'ils n'ont juste pas le goût de se donner ce casse-tête-là. Puis c'est très valable aussi. Puis même si tu décides de te bâtir ton équipe à l'interne, ben éventuellement, si tu veux aller plus vite, là, si tu as des besoins de comme cette fonctionnalité-là, ça nous l'apprend. Puis notre équipe ne sera pas capable de le faire, mais là, tu as toujours un contact avec nous, on connaît le produit, tu reviens, on te le fait, puis ça peut t'aider même au long terme dans ton projet. Là. Fait que quand je disais tantôt qu'on était des cordonniers mal chaussés avec Coffee, c'était un peu ça. T'sais, on est capable d'accompagner des startups, aller hyper vite puis bien monter. La partie qu'on était poche, c'est la job des entrepreneurs qu'on accompagne à tous les jours, qui est de valider c'est quoi la qualité du produit envers le marché, c'est quoi l'impact que ça peut avoir, c'est quoi la valeur. Puis le commercialiser. C'est là un peu que nous, on était poche dans ce temps-là. Puis la partie dev, par contre, on était prêt à être heads down puis vraiment bâtir du code de qualité. Fait que, ouais. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est mieux gearé pour accompagner les startups et on serait mieux gearé pour sûrement partir notre propre produit. Mais c'est pas le focus. On continue dans le service pour les prochaines années puis on y va à fond. Fait qu'on a appris nos erreurs. Cool. Fait que les gars, je pense qu'on va arrêter ça. C'est la fin de l'épisode, mais on encourage les auditeurs à vous suivre sur LinkedIn, à suivre Third Bridge sur LinkedIn. Vous faites plein de contenus super intéressants. Vous pourrez même... aussi mentionner que c'est ta fête demain. On l'a pas dit dans l'épisode, mais je pense que c'était ça. Ouais, c'est ça, c'est mon épisode de fête. Est-ce qu'on chante bonne fête ou on laisse... bonne fête. On va arrêter l'épisode avant ça. Bonne fête des commentaires pour Virginie.